vais vous expliquer un petit peu l'origine du processus de production du handicap. En fait, ça date des années 70. Ça s'inscrit dans le mouvement de défense des droits des personnes handicapées. Donc, si on se situe dans l'historique de tout ça, dans les années 70, on a vraiment eu la critique du modèle biomédical qui, en fait, est concentré sur l'individu, sur un modèle individuel. Alors, dans le modèle biomédical, on a vraiment le modèle biomédical pur là, qui considère la personne presque comme un diagnostic, hein, et qui réduit la personne à sa déficience. Et on peut dire aussi qu'en réadaptation, quand on se concentre sur le changement de la personne uniquement, sur ses capacités fonctionnelles, on est dans le modèle individuel, dans le modèle biomédical. Donc tout au cours des années 70-80, un des éléments majeurs qui est issu du mouvement de défense des droits, c'est ce qu'on a appelé l'émergence du modèle social du handicap, qui, lui, a pris un contre-pied critique radical du modèle biomédical pour non pas regarder la personne, mais plutôt considérer que c'est l'environnement qui cause et qui construit le handicap. Alors ça, c'est ce qu'on a appelé les Disability Studies, avec un ensemble de théoriciens. Moi, je l'appelle aussi souvent le modèle sociopolitique, parce que c'est un modèle à dimension de revendication politique, de changement au niveau de la société, des responsables de la société, souvent en lien avec une base marxiste, avec Mike Oliver et Barnes et des théoriciens comme ceux-là. Ça, c'est ce qu'on appelle le modèle radical. Alors, on a deux pôles, finalement, un modèle biomédical centré sur l'individu et un modèle social qui, lui, a tendance à négliger complètement le fait que les gens aient des déficiences et des incapacités et à considérer l'environnement comme créateur d'obstacles à l'exercice des droits ou à la participation sociale. Alors, en soi, ça a été quelque chose de très très important parce qu'on a mis l'accent sur l'environnement. Donc on est sorti de la tragédie où quand on a un défaut, une différence, une déficience, c'est un drame et il faut organiser la personne, traiter la personne. Et là, il y a l'ouverture vers quelque chose qui est très très plein d'espoir d'une certaine manière parce qu'on est dans une dynamique de changement social. Par contre, ça a fait une opposition où le mouvement radical a complètement, je dirais, refusé de s'allier avec le monde biomédical. En fait, ces deux modèles-là, quand on les prend comme un discours de vérité, comme un monopole, si le modèle biomédical affirme que le handicap provient des diagnostics, des déficiences, des incapacités, et qu'il y a une relation de cause à effet avec l'exclusion sociale que les gens vivent. Mais inversement, si on dit que c'est uniquement l'environnement qui est le méchant, ça pose aussi un problème parce que, en fait, le travail, c'est de lever les obstacles de l'environnement, trouver des facilitateurs, et quand l'environnement devient un facilitateur, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que on reconnaît qu'il reste quand même une base individuelle au handicap? Alors il y a une frange plus que j'appellerais plus culturelle du mouvement de Disability Studies, qui est principalement représenté par Tom Shakespeare, qui eux ont dit non, il faut réintroduire la personne dans le modèle de Disability Studies et sur le fait que nous sommes différents, mais on affirme notre différence et on est fier de notre différence. Donc ça, c'est quelque chose qui a commencé à réintroduire la dimension de l'individu et de la personne. Et c'est un peu sur cette base-là que le PPH s'est construit, donc en étant le modèle qui, dans l'histoire,
des classifications avec la CIH. C'est vraiment le PPH à l'OMS qui a démontré l'importance de considérer l'environnement comme faisant partie intégrante du handicap. Donc on est entièrement dans le modèle social, mais un modèle social interactif, c'est-à-dire où on considère autant les facteurs personnels, donc des individus avec leurs caractéristiques, avec leur identité, avec leurs déficiences, incapacités et capacités, mais toujours dans une mise en contexte. Donc il n'y a pas d'être humain qui vit sans contexte. Donc on ressent en arrière de ça là, toute une approche anthropologique qui s'applique à tout être humain. Tout être humain naît dans un contexte et se développe par rapport à un contexte et par un milieu qui est plus ou moins stimulant et qui vont l'amener à réaliser les activités qu'il a réalisées selon son âge, selon son développement. Donc le PPH est un modèle équilibré qui à la fois réintègre le modèle biomédical et le modèle social et qui permet de faire en fait des alliances entre tous les acteurs. Parce que si on s'oppose continuellement avec un modèle radical qui ne fait pas alliance avec les autres acteurs, le monde biomédical n'est pas figé non plus, il a aussi évolué et donc de plus en plus il tient compte aussi d'une approche écologique. Donc on est dans une approche holistique, anthropologique, avec un modèle interactif. Alors c'est pas juste de parler des facteurs personnels et des facteurs environnementaux, mais c'est de comprendre que c'est l'interaction de la personne ou d'un groupe de population avec son contexte qui va déterminer la qualité de la participation sociale. Donc c'est pour ça qu'on parle des habitudes de vie, les habitudes de vie que tout un chacun a réalisées dans son quotidien, ça inclut les rôles sociaux aussi, et de comprendre que, par exemple, si on veut agir sur le changement, on peut à la fois développer les capacités des personnes, on peut transformer l'environnement en repérant les obstacles à la participation et en faisant en sorte de les transformer en facilitateurs. Et le résultat, en fait, si on veut évaluer l'efficacité ou les effets de nos interventions, ça va pas simplement se voir au niveau de l'environnement, mais ça va se voir dans l'interrelation et le résultat sur la qualité de la participation sociale. Un des points actuellement qui est intéressant avec la Convention, c'est que la définition qui est portée par la Convention est entièrement compatible avec l'approche du PPH. Et ça nous montre quelque chose, c'est que parler de résultats au niveau de la qualité de participation sociale, on peut aussi faire le lien. Qu'est-ce que c'est la participation sociale? C'est aussi l'exercice effectif des droits. Donc, de considérer les droits et la participation sociale comme étant le résultat de l'interaction entre les facteurs personnels et les facteurs environnementaux. Alors, c'est le PPH par rapport à la CIF, qui est la classification internationale. Disons, il y a plusieurs éléments de convergence entre le PPH et la CIF. C'est un modèle universel qui s'applique à tout être humain, qui est formulé de façon positive, qui est accompagné d'une classification, et donc en fait qui est utilisable potentiellement de la même manière. La distinction, c'est que la CIF actuellement a encore une confusion au niveau de son concept d'activité et de participation qui fait qu'on peut encore faire peser la responsabilité du handicap sur la personne sans obligatoirement tenir compte de l'environnement. Donc, ce qui n'est pas possible, en fait, le PPH, nous, on a pris une position, je dirais,
clair, idéologique, de changement social, où il n'est pas possible de faire peser. Le handicap ne peut pas être individuel. Il faut toujours tenir compte du contexte et de ce que la personne fait. Et ça met le doigt sur la notion justement de situation de handicap, où la situation de handicap, c'est justement de reconnaître que les personnes vivent des situations relatives qui vont varier selon leur contexte, selon l'évolution de leur capacité, incapacité, selon leur identité. Alors c'est ça le fait que la CIF garde cette confusion entre l'activité qui est normalement la capacité de la personne dans un environnement standard et la participation qui serait la performance dans un environnement réel avec les mêmes caractéristiques. Je vous donne un exemple caricatural, par exemple. La CIF va dire, on peut dire qu'une personne est capable de prendre le transport, un autobus. Il y a une capacité personnelle à prendre l'autobus dans un environnement uniforme. Alors que pour nous, et puis après ça, elle va dire, bon, la réalité de la prise de l'autobus dans la ville de Lyon, c'est en fonction de l'autobus réel. Mais est-ce qu'il existe un autobus standard uniforme? En soi, c'est une vue de l'esprit. Donc, autant on peut parler de capacité personnelle à lever un objet, à comprendre un message, à entendre, à voir, ça c'est des capacités personnelles. Mais dès qu'on parle de préparer ses repas, de voir à son hygiène, d'avoir des relations interpersonnelles, de communiquer, on est dans quelque chose qui est obligatoirement construit socialement et pour lequel il faut définir dans quel contexte on parle. Et ça c'est particulièrement pertinent quand on travaille dans des cultures différentes. Donc on ne peut aborder le handicap qu'en définissant le contexte culturel, économique, social dans lequel il s'inscrit. Donc fondamentalement, ce que dit le PPH, c'est que le handicap tient en compte les trois dimensions des facteurs personnels, facteurs environnementaux et habitudes de vie, mais qu'à chaque fois qu'on veut l'appliquer, il faut comme tout effacer et construire le sens du handicap pour la population et dans le contexte dans lequel on veut intervenir.